Donc bonjour à tous, Laurent Chavannes et donc Martin Larue, nous sommes tous les deux experts comptables chez Mazars. Moi je proviens d'une structure qui est spécialisée sur les TPE et PME. Nous avons récemment rejoint Mazars depuis 1 an et le but étant effectivement de vraiment pouvoir proposer une offre destinée aux startups, PME, TPE qui sont notre cœur de clientèle actuellement. Donc nous vous proposons aujourd'hui en fait un peu une présentation sous un angle un petit peu peut-être original de la comptabilité. Le but étant de montrer que la comptabilité n'est pas qu'un outil de déclaratif et que ça ne sert qu'à donner des informations aux impôts, mais c'est surtout un outil qui doit être pour vous notamment un outil comme indicateur de levier de croissance. Donc on vous propose le plan suivant, à savoir un premier rappel très simple sur les états de synthèse, qu'est-ce qu'on appelle un état de synthèse, l'analyse de ces états, des ratios d'analyse financière qui sont couramment utilisés, et après derrière, en fonction des profils, le choix des indicateurs qui pourront être pris en compte par je dirais, par les personnes avec qui vous serez susceptible de travailler. Donc, un petit rappel voilà. Pour les états de synthèse. Donc, il faut savoir que l'état de synthèse important qu'une société va établir, c'est les comptes annuels. Alors, les comptes annuels, ils sont composés de 3 éléments vraiment indissociables. Vous avez dû déjà les voir. C'est le bilan, le compte de résultat et ce qu'on appelle les annexes. Alors, le bilan et le compte de résultat qu'on va voir un petit peu plus précisément par la suite. Sur l'annexe, quelques commentaires. L'annexe, c'est un élément assez important qui va permettre en fait, d'expliquer comment ont été constitués et comment a été monté le bilan et le compte de résultat. Donc, on va avoir une partie rédactionnelle dans cet élément, sur la façon dont on a traité certains éléments, sur le détail qu'on peut donner sur le chiffre d'affaires, par exemple. On va pouvoir donner un détail sur le chiffre d'affaires par géographie, par secteur d'activité notamment. On peut noter sur les règles et méthodes comptables aussi. Donc, en fonction de certaines sociétés, on va avoir des règles et méthodes comptables différentes. Donc, on peut notamment citer, par exemple, sur le chiffre d'affaires, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on peut avoir des contrats à long terme. Il y a plusieurs méthodes de constatation du chiffre d'affaires sur ces contrats à long terme. Il y a la méthode de l'achèvement et la méthode de l'avancement. C'est un choix qui est en tout cas à l'entreprise. Donc il va falloir expliquer quelle méthode on a utilisée. Vous pouvez avoir aussi l'activation des frais de recherche et développement. Soit vous les avez activés, soit vous les avez passés en charge. C'est une explication en tout cas qu'il va falloir donner dans vos annexes. Une chose importante, c'est que cette annexe, elle est plus ou moins détaillée en fonction de la taille de votre société. Et une chose importante aussi, et c'est là où votre expert comptable va pouvoir vous aider, c'est la façon dont il faut rédiger les annexes. Il faut donner suffisamment de détails pour que ce soit assez clair pour le lecteur, mais sans trop en donner pour pas que ce soit des informations confidentielles et notamment utilisées par vos concurrents. Voilà, c'est un petit peu les... Oui, pour revenir simplement sur l'annexe, encore une fois, prendre des chiffres en tant que tels, et on le verra également avec tout ce qu'on va voir derrière là, des chiffres... lus de manière sèche ne veulent en soi rien dire. L'intérêt, c'est de les mettre en exergue avec une explication de manière à pouvoir effectivement les interpréter correctement. Donc, je vais prendre ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que demain, vous soyez une énorme société qui soit très, très développée. Et ben, les investisseurs demanderont notamment une annexe extrêmement étoffée qui ira bien au-delà simplement des informations financières. Donc, la façon dont l'annexe est remplie, est alimentée, bon, bien sûr, c'est l'expert comptable qui l'a fait, mais c'est quelque chose qui ne doit pas être fait de manière, je dirais, isolée. De notre tour d'ivoire, l'intérêt, c'est de donner une information pertinente, mais je dirais, comme l'a dit Martin, pas non plus trop dimensionnée, de manière à ne pas donner à la concurrence des informations sur votre business. À la limite, peut-être pour les questions, ce que je vous propose... c'est qu'on les note à la fin pour pouvoir revenir dessus. Vous êtes d'accord? Oui. Ça vous va? Bon, ben c'est comme ça. Non, c'était directement là sur ce qu'on vient de dire? Oui, c'est ça, parce que donner à la concurrence des informations, c'est seulement si on le dépose au greffe en juin. Mais on n'est pas obligé de le déposer, si on veut risquer les 1 500 € d'amende. Alors, le but, les comptes sont publiés en France. Il y a simplement maintenant pour les micro-sociétés la possibilité de ne plus
ils sont toujours déposés mais qui ne soient pas communiqués. Après, derrière, ça reste la responsabilité du dirigeant de dire je veux ou je ne veux pas. L'expert comptable, dans tous les cas, il vous dira la loi, la réglementation dit qu'il faut déposer les comptes. C'est quoi les micro-sociétés? C'est les seuils, ça a été défini, c'était applicable depuis le 1er avril. C'est un chiffre d'affaires, je ne sais plus, qui est inférieur à 150 000, je crois que c'est 150 000 euros. Enfin, j'ai plus les seuils en tête, mais ça reste vraiment ça reste extrêmement faible. C'est 0 ou un salarié. Enfin, j'ai plus les seuils en tête. Hein. Donc, on va commencer par, je dirais, le compte de résultat, et non pas par le bilan. Simplement, donc, le compte de résultat, ça représente les flux de l'activité de la société entre deux périodes. Donc, ça mesure cette activité. On va constater à travers ça, donc ça va être le résultat, l'enrichissement ou au contraire l'appauvrissement de la société. Il faut noter que dans le compte de résultat, donc on vous a présenté de façon un peu sommaire les principaux indicateurs d'un compte de résultat. Le classement des dépenses est un classement qui est fait par nature. Qu'est-ce qu'on appelle un classement par nature? C'est par type de dépenses. Les assurances, les loyers, les charges de personnel. Derrière, dans la comptabilité, donc on a ce classement par nature, et notamment sur des startups qui mènent plusieurs projets en même temps. Ça n'est pas une obligation, ça c'est la partie obligatoire. L'intérêt, c'est de pouvoir éventuellement mettre en place une comptabilité analytique, à savoir que on va créer un deuxième axe, indépendamment de la comptabilité par nature, l'affectation par nature, qui est une affectation par projet, une affectation par dossier. Ce qui va vous permettre éventuellement, notamment quand il va y avoir des frais de R&D ou autres sur plusieurs projets différents, d'affecter les dépenses devant chaque projet et derrière de pouvoir calculer finalement le total des dépenses affectables à tel projet ou à tel projet, ou même tout simplement de tirer la marge de tel dossier, de tel ou tel dossier. Ça peut être un classement qui est lié au client, ça peut être un classement qui est lié à un type de prestation. Je dirais que c'est très souple. La discussion à avoir avec votre expert comptable est très importante, parce que c'est de là, ça va structurer l'organisation comptable. Mais dans tous les cas, c'est vous qui êtes à l'initiative, dans le sens où c'est vous qui définirez vos objectifs, vos besoins, et on adaptera la comptabilité à ces besoins. Et donc là, on voit bien que la comptabilité a pour objectif, non pas de répondre à une obligation de déclarative, mais bien de vous donner un outil de pilotage. Et après, cet outil doit être adapté à vos besoins. C'est-à-dire qu'on peut mettre des choses extrêmement développées. Si vous ne les regardez pas, ça ne sert à rien. Donc le but étant d'avoir des indicateurs pertinents, des marges pertinentes. Vouloir faire une marge complète, c'est-à-dire de vouloir rentrer tous les coûts dans tel ou tel projet, est-ce que ça aura un intérêt? Si c'est pour simplement que vous regardiez la première ligne, ça n'en a pas. Donc encore une fois, c'est vraiment la discussion à avoir avec votre expert comptable, de manière à bâtir une comptabilité adaptée à vos besoins. Le besoin aussi, ça peut être de valoriser un travail. Et donc, comment est-ce que vous voyez la discussion en cours d'année pour déterminer des immobilisations sur des charges exceptionnelles ou des salaires à partir du moment où il y a un caractère de R&D? En cours d'année. C'est des discussions fréquentes. Voilà, avant d'engager une dépense, moi je vous dis écoutez, voilà, on est sur une charge exceptionnelle. Je considère que est-ce qu'on pourra l'immobiliser, parce que sinon, avec mes investisseurs, je vais avoir un problème à la fin. Alors, la question de savoir, on en a parlé tout à l'heure, de savoir si on a la possibilité de passer en charge ou... Alors, le terme exceptionnel, je le mettrai un petit peu, je dirais, de côté, dans le sens où la charge, elle n'est pas exceptionnelle en tant que telle, elle peut avoir un caractère non récurrent, d'avoir un caractère... le classement, en comptabilité, le classement exceptionnel, c'est un caractère plutôt de côté... Alors, je vais prendre une référence un peu internationale. Il faut le considérer peut-être plus comme quelque chose d'extraordinaire dans la vie de la société. Vendre une immobilisation, c'est pas l'activité courante de la société. Donc c'est pour ça que ce sera classé comme ça. Par contre, une dépense qui a un caractère ponctuel parce que ça correspond à un projet, ça rentrera dans l'exploitation ou dans les immobilisations telles que vous venez de dire, mais ce sera exceptionnel dans son événement ou dans dans sa régularité. Mais je tiens à préciser, il ne faut pas l'entendre comme étant exceptionnel en termes de classement par nature comptable. Donc ça, c'est la première chose. Après, derrière cette discussion, je dirais que la comptabilité analytique permettra ou n'apportera pas nécessairement quelque chose, ça pourra le faire, mais cette discussion
à la limite, qu'elle ait lieu en cours d'année ou en fin d'année, il faut la voir. C'est-à-dire que ça aura vraiment son sens au moment où on établira le bilan. Parce que derrière, de dire que telle dépense peut passer en immobilisation, ça doit respecter un certain nombre. Ce n'est pas un choix de dire j'améliore mon résultat en passant en immobilisation. Non. C'est-à-dire que pour que des dépenses soient immobilisables, il y a tout un tas. Et l'expert comptable sera vigilant justement pour ça. C'est qu'on a besoin de montrer que ces dépenses, elles sont par rapport aux qualifications, qu'elles ont un avenir, que dans le futur, elles vont pouvoir dégager, ça va permettre de contribuer à dégager des revenus futurs, que la société a la capacité, notamment quand le projet est en cours, en cours d'année, n'est pas fini, que la société a la capacité de mener à bien son projet. C'est-à-dire que si par hasard vous vous lancez dans des dépenses, dans un projet sur lequel vous n'avez absolument pas les moyens financiers de le financer, il y aurait une vraie discussion de savoir si ce projet, si on sait pertinemment au moment où vous lancez que vous ne le terminerez pas, même si le projet est génial, ça ne fait pas partie des clauses d'immobilisation. Donc en fait, dans le plan comptable, donc en fait dans notre norme, on a, je dirais, 7 ou 8 points qui sont à respecter pour dire si oui ou non on peut immobiliser. Après, derrière, à partir du moment où on a dit qu'il y avait la possibilité d'immobiliser, il y a le choix, et là je reviens sur ce que vous dites, de dire est-ce qu'on a intérêt ou non de le passer en immobilisation, avec le choix effectivement des investisseurs, de dire je crée un actif, mais après derrière je vais l'amortir sur combien de temps? Est-ce qu'on n'a pas intérêt pour des raisons X ou Y à peut-être à passer tout de suite en charge parce qu'il y a un résultat qui est très bon et que finalement c'est pas la peine d'aller reporter des dépenses ou autres. Donc je dirais que ça c'est je vais pas appeler ça le pilotage de résultat parce que ça aurait un caractère un peu de dire en fonction du côté du vent on va dans tel sens ou dans tel sens. C'est plutôt comme étant on en parlait dans l'annexe, une façon de faire, une façon je dirais d'établir c'est un choix de gestion. Là où il faut faire attention, c'est que sur un certain nombre de choix de gestion, ce sont des choix qui sont définitifs. C'est-à-dire que si une première fois on a dit on passe les dépenses de R&D en charge, les passer après en immobilisation, il faudra lourdement l'argumenter parce que c'est un changement de méthode. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, ça remet en cause la manière dont on a traité les problèmes ce problème-là antérieurement. Mais d'où, quand même, quand vous vous lancez dans un projet comme ça, de pouvoir établir un budget et effectivement de se dire, ce projet-là, l'enveloppe est de temps, on la finance de telle manière, notre objectif, on a fait une petite étude de marché, on sait que c'est pour faire tel truc, c'est pour développer tel ou tel marché, et derrière, de dire, on le passerait en immobilisation ou pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, mais je vous précise un petit peu le contexte. Moi, je présente des business plans à des investisseurs qui me disent très bien, donc vous développez un logiciel, mais vous me demandez 200 000 €, mais alors qu'est-ce que je finance? J'avais pris parti. Et effectivement, ils me disent eux-mêmes, il faut le valoriser, il faut faire apparaître un petit peu des IMO. Donc, je suis en train juste de me dire, dans le déroulé de la vie de l'entreprise après, si effectivement je ne suis pas en phase avec mon expert comptable, alors qu'à l'origine, c'est plutôt les investisseurs qui m'ont dit, mais attendez, vous me présentez un business plan, moi je ne finance pas les charges. Voilà, je vais être suivi par mon expert comptable. Donc je me dis, comment est-ce qu'il faut que je le prépare? Il faut que je le prépare là-dessus en disant il faudra que le moment venu on immobilise tout ça parce que sinon tout à fait, les investisseurs n'accompagneront pas au second tour. Dans ce que vous avez dit l'investisseur ne veut pas financer une charge. Il finance quoi? Il finance un projet, et c'est-à-dire une enveloppe pour financer ce projet, ou est-ce qu'ils investissent pour récupérer de l'argent demain? La levée de fonds, elle est là pourquoi? La personne, elle met de l'argent effectivement pour financer, pour que la société ait la possibilité de financer un projet. Mais ce projet, il va s'insérer, c'est pas dépenser pour dépenser, c'est pas nécessairement de la recherche. Il peut y avoir de la recherche fondamentale, mais en général, on est plutôt sur la recherche appliquée, quand il y a du développement. Mais c'est bien derrière de pouvoir mettre en face de l'investissement à travers un business plan, en le prenant avec toute la circonspection qu'il peut y avoir dans ce genre d'exercice,
mais on est bien en train de vendre une capacité à développer une activité complémentaire ou l'activité même quand c'est une création. Donc il y a un retour, ce que va attendre l'investisseur, ce que va attendre l'investisseur, c'est donc certes de savoir ce qu'il va payer, est-ce qu'il paye des salaires, est-ce qu'il paye de la sous-traitance ou autre, mais je veux dire qu'à la limite ça va être la justification. Lui, ce qu'il va chercher à savoir, c'est je dépense, mais qu'est-ce que ça va me rapporter derrière? Donc quel va être le surplus de chiffre d'affaires que ça va générer? Comment vous voyez les choses? Et c'est là où effectivement il y a le problème. Tout à l'heure je parlais d'avoir un budget en amont pour effectivement connaître l'enveloppe des besoins d'appel de fonds. Mais derrière, le problème, c'est d'arriver à vendre le futur, à vendre le business plan en disant, cette application, par exemple, je peux, sur ce modèle-là, elle est vendue à tel prix, ou derrière, je me fais référencer auprès de telle société. Mon objectif, c'est d'avoir 10 contacts de sociétés. Et dans ces cas-là, on va se détacher complètement du coût du développement et beaucoup plus du business que ça va rapporter derrière. Non ? Si. Mais enfin, moi, c'est une remarque qu'on m'avait fait en me disant, vous avez peut-être intérêt à le valoriser un petit peu plus. C'est double tranchant. C'est à double tranchant, mais dans tous les cas, ça reste la décision c'est une décision de gestion, donc ça reste la décision du dirigeant. Si tant est que ça respecte bien sûr que... L'expert comptable est un peu le censeur. Oui, l'expert comptable est le censeur. Sauf que le but, c'est quand même de travailler. L'expert comptable est quand même le premier partenaire. Nous sommes les premiers partenaires de nos clients. Si sur des décisions de gestion comme ça, je dirais qu'à la limite, si vous n'êtes pas capable de... il est important que le créateur d'entreprise arrive à convaincre. L'expert comptable, à la limite, il est peut-être le plus facile à convaincre par rapport à des investisseurs, dans le sens où l'expert comptable n'aura pas à mettre d'argent dedans par rapport à ça. Maintenant, le but, c'est pas de nous faire non plus prendre des vessies pour des lanternes. On a quand même une signature. Quand on signe les comptes, on engage quand même aussi notre responsabilité. Et qu'à partir de là, on dit sur tel projet, on respecte toutes on respecte le créateur, son projet est viable, il répond aux critères. Si derrière on ne s'est pas assuré un minimum effectivement de la réalité de ces points-là, nous nous mettons nous-mêmes en faute. C'est quoi les points pour mobiliser? Alors il faut que le projet soit, il faut que l'ensemble des dépenses qui sont liées au projet soient clairement identifiées. Donc il y a un isolement, donc d'où l'intérêt éventuellement d'avoir une comptabilité analytique. Je ne vais pas les avoir tous les 8 comme ça en tête. Donc il y a un projet qui est isolé, un montant, un projet qui est vendable, c'est-à-dire qui va dégager, qui a des réelles capacités de réussite, que la société ait les capacités de mener à bien son projet. Il faut qu'on puisse estimer de façon fiable les dépenses, les coûts. Donc, alors après derrière, effectivement, je les ai pas tous en tête, mais ce sont les principaux. C'est quand même beaucoup du bon sens. Le but étant quoi? Ça n'est pas créer des actifs, je dirais, qui sont complètement fictifs. C'est pas complètement, c'est des actifs fictifs. C'est d'avoir une réalité de ces actifs-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais que si on sait dès le départ que c'est pas bon, on ne pourra pas y arriver. Donc le bilan. Donc une fois qu'on a vu le compte des résultats, effectivement, où c'était les flux de l'activité, la particularité du bilan, c'est que c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à un instant T. D'accord ? Donc on a donc ça se lit de haut en bas. On a à gauche l'actif et à droite le passif. On vous a mis les principaux éléments qui composent l'actif et le passif. L'actif est toujours égal au passif, hein. Donc ça c'est un principe intransigeable. Donc l'actif lui représente effectivement les éléments qui appartiennent à l'entreprise, d'accord. Donc c'est vraiment on va le voir après, ça peut être des droits. Et le passif lui correspond à l'ensemble des dettes de l'entreprise, d'accord. Donc on a juste après un petit laïus sur ça. Donc effectivement l'actif, c'est ce qui va représenter dans un premier temps de la trésorerie qu'on possède. Ça peut
représenter aussi une rentrée future de trésorerie. Donc là, pour le coup, on va faire appel plutôt aux créances, notamment créances clients, créances qu'on peut avoir sur l'État, dans le cadre, par exemple, d'un crédit d'impôt recherche. Ou les immobilisations. Ou les immobilisations. Ou alors un bien et un droit qui représentent potentiellement donc une valeur de trésorerie pour l'entreprise. Et là, on fait référence aussi aux immobilisations. Donc c'est vraiment un droit qu'on peut avoir sur ou un bien. Le passif, lui, va effectivement représenter des sorties de trésorerie futures. Et on a ensuite les dettes qui sont classées en fonction des fournisseurs, les dettes qu'on peut avoir envers nos actionnaires, envers l'État, envers les organismes sociaux, donc les caisses de retraite, l'URSSAF notamment, et vis-à-vis des banquiers. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est effectivement de redescendre ces états financiers de manière un petit peu plus dynamique et pas sous l'orientation simplement du bilan et du compte de résultat. Donc je repars du compte de résultat et donc on a comme première notion de marge. Donc la marge, c'est la différence entre le chiffre d'affaires, la variation de stock et tous les achats qui sont directement liés à ce chiffre d'affaires. Cet indicateur, la marge, il y a tout un tas de secteurs d'activité sur lesquels le chiffre d'affaires n'aura aucun intérêt, mais par contre la marge aura le véritable intérêt. Je vais prendre des exemples, par exemple, sur les activités, sur par exemple le tourisme, un tour opérateur. On va raisonner beaucoup plus, non pas sur son chiffre d'affaires, mais sur la marge qu'il va dégager sur l'organisation de ses voyages. Ce sera le véritable indicateur. Parce que il y a un effet volume qui peut être très important, mais ça ne peut être absolument pas représentatif de l'activité. Le deuxième indicateur que tout le monde connaît, mais après derrière, c'est de savoir ce que l'on met dedans, c'est la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est on repart de cette marge et on retire l'ensemble des charges externes, c'est-à-dire les charges externes, ce sera les loyers, les assurances, les frais de déplacement, les frais de communication et tout ce type de dépenses. Donc ce ne sont pas des salaires, ce sont que des charges qui proviennent, comme on le dit, de l'extérieur. Après, on retrouve des notions qui sont très très proches, EBITDA ou EBE, à savoir que c'est le résultat opérationnel. Donc on repart de cette valeur ajoutée et schématiquement on retire les salaires et les charges sociales et les impôts qui sont liés, tout ce qui est impôt hors impôt sur les sociétés. D'accord ? Donc ça, les notions d'EBITDA ou d'EBE sont très importantes parce que très souvent, sur des valorisations de société, on aura tendance à prendre des coefficients, donc des multiplicateurs d'EBITDA ou d'EBE. Après le résultat d'exploitation ou l'EBIT, eh ben, on va passer encore un cran et on va retirer tout ce qui est notamment les amortissements. Et enfin, dernière notion de cash flow ou capacité d'autofinancement, c'est en fait la capacité qu'a la société à générer du cash, à générer de la trésorerie. Donc en fait, on repart de l'EBE et un détail en dessous, voilà, de l'EBE et en fait, on va corriger cette EBE plus ou moins des charges du résultat financier et du résultat exceptionnel dont on parlait tout à l'heure. Qui aura effectivement, qui pourrait jouer sur le résultat de la société. Et on retire l'impôt sur les sociétés. Le but étant de sortir à partir de là les capacités, indépendamment des amortissements, la capacité qu'a la société à générer de la trésorerie. Alors après, on a les notions qui vont être liées pour le coup au bilan. Donc la première, c'est la notion de fonds de roulement. Donc, qui est importante puisqu'elle va, en fait, c'est la différence, comme on le voit là, entre les capitaux propres et l'endettement financier et les immobilisations nettes. D'accord ? Donc, c'est dans le cas d'un fonds de roulement positif, effectivement, on va pouvoir financer l'exploitation qu'on va voir après. Ce qui est important, c'est que l'idéal, c'est d'avoir des ressources donc, stables, hein, des capitaux propres qui soient supérieurs à nos immobilisations pour effectivement avoir un fonds de roulement positif. Les IMO nettes, absolument. Donc ensuite, on a le besoin en fonds de roulement qui, là, va effectivement montrer le besoin de financement qui est généré par l'exploitation de la société. Donc là, c'est effectivement une différence entre tous nos actifs circulants. Donc ce qu'on appelle actifs circulants, c'est les stocks
en cours de production, les créances clients et les autres créances qu'on pourrait avoir, et les dettes fournisseurs et les autres dettes. D'accord ? Donc, autres dettes, il y a les dettes vis-à-vis des organismes sociaux, vis-à-vis de l'État, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va vraiment être le besoin en fonds de roulement qui pourrait être positif. Donc, on pourrait dire qu'il y a un dégagement de fonds de roulement si effectivement il y avait l'activité finalement générait de la trésorerie. Très souvent, une société en forte croissance aura un besoin en fonds de roulement dans le sens où on aura tendance à payer les fournisseurs avant la rentrée en cash de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le développement de l'activité va se faire en facturant, mais de l'autre côté, on va avoir un décalage entre les encaissements et les décaissements. Et donc, très souvent, une société en forte croissance aura un problème de financement de cette croissance. Ou à la création, effectivement, où on ne va pas avoir de rentrée. Donc la différence entre tout ça, c'est notre trésorerie qui va permettre d'équilibrer l'ensemble. D'accord ? Effectivement, dans le schéma que l'on a mis en positif. Absolument. On est dans une perspective positive. Donc là, on rappelle simplement sur le besoin en fonds de roulement. Donc on voit bien que c'est la différence entre notre trésorerie et le placement financier court terme et nos dettes. Donc voilà, c'est vraiment le besoin qui sera généré le besoin de financement qui sera généré par l'exploitation. Dans les valeurs de société avec les approches patrimoniales, la valeur de la société, ce sera très souvent, on va additionner entre les émulations nettes et le BFR. Et le BFR, ce qui donnera l'activité de la société et la valeur de la société en tant que telle. Sous une approche de patrimoniale, c'est-à-dire une approche statique. On vient de voir un certain nombre de notions. À partir de ces notions, que ce soit des notions je dirais, de solde intermédiaire de gestion ou même de bilan, on va pouvoir en dégager des ratios qui sont calculés. Donc là, en l'occurrence, on vous montre des ratios qui sont calculés sur l'activité de l'entreprise, avec des exemples, marge sur chiffre d'affaires, donc c'est le taux de marge, résultat net sur chiffre d'affaires, EBE sur chiffre d'affaires, des rentabilités économiques ou de la rentabilité financière. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ces ratios sont intéressants, pas savoir qu'on a un taux de 70% par exemple de taux de marge, c'est super, c'est très intéressant. Et alors, les ratios, c'est comme tout à l'heure quand on a présenté le bilan en parlant de le bilan et le compte de résultat avec l'annexe, ça n'a d'intérêt que quand on les met en comparaison avec autre chose. Le autre chose, ça peut être dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une évolution dans le temps. On a fait sur tel mois, ou on a fait l'année dernière 70% de chiffre d'affaires. Cette année, on est tombé à 65. On remonte à 80 l'année suivante. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à avoir des indicateurs, de les suivre dans le temps et d'en tirer des explications. Une variation de chiffre d'affaires, une baisse de chiffre d'affaires n'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais. Le tout, c'est d'arriver à en avoir les explications. Ça peut être tout simplement un changement de business model, c'est un changement de manière de produire. Précédemment, on avait, alors en général, c'est plutôt, on confiait à la sous-traitance, et après ça, on va le confier, on va développer en recrutant du monde, donc on va avoir un taux de marge qui va augmenter. On a l'impression que c'est bien, mais en même temps, s'il y en a une masse salariale qui explose, ça peut poser des questions. Donc, ce qui est important, c'est toujours sur ces ratios de les mettre en comparaison d'une année sur l'autre et en même temps aussi de les mettre en comparaison avec des sociétés de secteurs similaires ou avec des concurrents, de manière à pouvoir se positionner et de comprendre en disant moi, je ressors avec tel ratio ou tel ratio, mon voisin qui a à peu près la même taille ou autre ressort à tel ratio. Et pour vous donner, pour avoir comme dans les indications qui peuvent intervenir, les bases qui sont à partir des dépôts de compte ou autres, que ce soit les banques, que ce soit il y a des bases de données qui permettent d'extraire et de comparer. Alors, elles ne sont pas nécessairement accessibles gratuitement, mais qui vous permettent d'extraire et de pouvoir comparer en fait une entreprise avec une autre entreprise. Juste un point, on peut avoir aussi l'application un impact direct des méthodes comptables. Tout à fait. À la fois sur la marge et sur le chiffre d'affaires.
Oui. Absolument. Mais même, par exemple, Sans changer l'activité. Bien sûr, bien sûr. quand on parle, par exemple, d'EBE sur le chiffre d'affaires, ce qui pourra intervenir, c'est que vous avez peut-être entendu parler du CICE. Le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Il y a 2 méthodes pour le comptabiliser. Soit c'est en moins de l'impôt sur les sociétés, soit c'est en moins des charges sociales. Automatiquement, le ratio EBE sur le chiffre d'affaires n'aura pas la même tête selon la méthode, comme vous venez de le dire, selon la méthode que l'on aura employée pour le comptabiliser. Donc ces ratios, c'est toujours, le but étant de déclencher un regard critique et pas de les prendre comme ça à la débeauté en les extrayant de leur contexte. Le contexte, c'est l'entreprise et on peut comparer l'entreprise dans le temps et dans l'espace avec des concurrents. Et c'est pour ça que l'importance de la rédaction de votre annexe va permettre d'apporter en tout cas des éléments d'analyse un peu plus poussés. Ou même pour un lecteur, de corriger par rapport aux informations. S'il sait qu'une entreprise prend telle méthode, une entreprise telle méthode, et que l'information est suffisamment justifiée, de pouvoir faire la correction de manière à mettre les entreprises sur le même pied d'égalité. Donc ensuite, on a des ratios qui vont permettre d'analyser en fait l'équilibre financier de la société, donc qui sont essentiellement basés sur effectivement des éléments du bilan. Donc on va pouvoir par exemple mesurer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme. Donc là, le ratio, c'est actif à court terme sur passif à court terme, en sachant que si votre ratio est supérieur à 1, ça veut dire que vous êtes en mesure de financer vos dettes à court terme, donc ce qui est plutôt une bonne chose. En revanche, plus le ratio est faible, plus vous avez des difficultés, je dirais, à financer vos dettes à court terme. On a les ratios d'indépendance financière vis-à-vis des créanciers. Donc là, on va surtout analyser en fait tout ce qui est dette, je dirais, totale sur les capitaux propres. Donc les capitaux propres, ça va être effectivement vos fonds propres. Donc, et vos dettes à moyen et long terme sur capitaux propres, ça va montrer en fait que vous êtes soit indépendant vis-à-vis de créanciers, soit où vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas-là, il faut analyser pourquoi et comment on peut y remédier. J'ai une mini-question. Oui. Rappelez-moi, la trésorerie fait partie des actifs à court terme ou c'est uniquement l'actif circulant? Alors, dans la trésorerie, ça fait partie des actifs à court terme. Après, on a de la trésorerie qui est disponible tout de suite ou à une échéance. Des indicateurs de gestion qui sont, alors on est sur le bilan, mais qui sont intéressants en termes de pilotage, et là c'est pilotage surtout interne, c'est les délais de règlement client, fournisseur ou stock. Une entreprise qui va avoir un délai de règlement fournisseur de 90-120 jours, attention, il y a un problème, pourquoi est-ce qu'il paye avec autant de délais, en plus avec une réglementation qui impose de payer entre 30 et je dirais 45 jours en principe les fournisseurs. Ça peut être un indicateur de mauvaise santé ou de difficulté de gestion ou de désorganisation tout simplement. Des délais moyens de règlement client qui explosent, eh bien là, c'est qu'effectivement, l'entreprise n'est pas en capacité de relancer suffisamment ses clients et que c'est très bien de faire du chiffre d'affaires, c'est très bien d'avoir des commerciaux qui vendent, mais si derrière l'argent ne rentre pas, l'entreprise peut s'essouffler et se casser la figure parce qu'en fait, tout l'argent est dehors et qu'une créance qui va s'étendre dans le temps va présenter de plus en plus de risques de non-recouvrement ou de remise en cause. Rotation des stocks. Le stock, tout à l'heure, on a vu, effectivement, fait partie des actifs à court terme. Du stock, ça coûte de l'argent à porter. Une entreprise qui va avoir l'équivalent de 4 mois, 5 mois, 6 mois de chiffre d'affaires, que ça soit du stock de matière, du stock de pièces détachées, de marchandises, ou tout simplement du stock des travaux en cours. C'est-à-dire que si on est sur la prestation de service, si on ne facture pas parce qu'on ne peut pas facturer et qu'on engage des dépenses sur des projets mais qui ne sont pas facturés, on aura payé les salaires, mais de l'autre côté, c'est bien la trésorerie qui est immobilisée et qui n'est pas transformée d'abord en facture client et ensuite en cash avec le règlement. Donc ces suivis d'indicateurs sont en général assez intéressants, ils sont faciles à calculer, ça va très vite
Et les suivre dans le temps, même chose, ça va permettre je dirais, d'avoir un bon pilotage. Ça peut être aussi un pilotage en termes d'outils de qualité au sein de l'entreprise quand elle a pris une certaine taille. C'est que sur les services administratifs, de les manager sur effectivement le fait que les règlements clients soient en dessous d'un certain seuil qui a été déterminé. Et même chose et sur les fournisseurs de la même manière. Bon, après les fournisseurs, le but étant que pour travailler longtemps avec des entreprises, je veux dire que ce sont vos fournisseurs, en général, ce sont des partenaires. On peut avoir des difficultés financières, mais le fournisseur, il n'a pas nécessairement vocation à servir de banque. Ce n'est pas son objet. Et qu'un problème, c'est que quand une entreprise va mal, c'est souvent l'effet boule de neige, c'est-à-dire que derrière, toute la chaîne des fournisseurs qui sont en dessous vont se retrouver avec des difficultés. Alors c'est important juste de noter sur ces ratios-là que c'est effectivement des ratios, comme on l'a vu, qui sont calculés sur des notions de bilan, donc à un instant T. Donc ils ne vont pas nécessairement... c'est vraiment un ratio qui est calculé à un instant T. Donc il ne va pas prendre en compte par exemple la saisonnalité d'une activité, si c'est le cas pour vous. Où là, va falloir peut-être calculer les ratios à des dates un peu plus précises. Mais ces ratios peuvent être aussi des indicateurs mensuels, c'est-à-dire que ces ratios, on peut les calculer. Alors, peut-être pas exactement on le stocke, même si on a un inventaire permanent, c'est-à-dire un inventaire informatique, notamment quand il y a des marchandises, mais que ça peut être des ratios que l'on peut suivre mensuellement, de manière justement à voir l'évolution et de se rendre compte éventuellement de la saisonnalité à travers ce type de ratio. Donc ensuite, on a des ratios de gestion. Alors là, c'est des ratios qui sont totalement, je dirais, liés à l'activité de la société, que vous allez pouvoir mettre en place en interne. Donc, on faisait tout à l'heure référence à la comptabilité analytique. Finalement, c'est presque des ratios qui sont calculés par rapport à une comptabilité analytique ou pas, mais ça peut être le cas. Donc là, on a mis des exemples d'activités et avec des ratios qui y sont liés. Donc on a notamment les sites de e-commerce où il y a des ratios de gestion qui sont le panier moyen, le taux de conversion des visiteurs, le nombre de clics d'un site, etc. C'est vraiment des notions purement activité. C'est vraiment lié à l'activité. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des ratios de gestion. Les entreprises de négoce avec une marge brute. Donc là, on est vraiment, effectivement, le taux de marge va être important. Activité libérale ou de service, donc là on va avoir des notions de productivité par salarié. Donc là on a mis le chiffre d'affaires par salarié, mais on peut mettre un résultat par salarié, on peut mettre une marge par salarié. Ou alors des entreprises de tourisme, comme on vous l'a dit tout à l'heure, un taux d'occupation, le nombre de packs, enfin voilà. Tout un tas de ratios de gestion qui sont adaptés en fonction de votre activité. Et qui vont permettre de comparer l'entreprise avec d'autres entreprises du même secteur. Pardon. Donc ce qu'on vient de présenter là, et on vient de le voir aussi avec ces ratios, c'est que derrière tous ces ratios-là, vous aurez peut-être déjà entendu parler de scoring ou autre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'organismes, à partir de vos comptes, vont générer automatiquement des ratios. La Banque de France fait partie notamment de ces interlocuteurs, et vont donner de l'information à d'autres personnes, et après derrière, c'est d'arriver à en tirer des conclusions. Pour les banquiers, est-ce que l'entreprise a la capacité de rembourser? Et dans ces cas-là, ça permettra de dire est-ce qu'on prête, est-ce qu'on ne prête pas? Et si on prête, à quel taux? Une entreprise qui a un bilan extrêmement bon, en général, la banque aura des capacités de donner un taux, parce qu'on ne prête qu'aux riches, un taux plus favorable. Et inversement, à partir du moment où il y a un risque, la banque compensera ce risque via une augmentation du taux, de manière, je dirais, à intégrer dedans un risque. Faut-il investir dans l'entreprise pour les investisseurs? Faut-il recommander les d'entreprise? Comment évaluer mon entreprise dans le cas d'une revente? Pour les salariés, est-ce que ces ratios peuvent être aussi un indicateur de santé de l'entreprise? Je dirais que l'ensemble des partenaires qui vont tourner autour de l'entreprise vont pouvoir, pas tous, mais pouvoir utiliser ces ratios de manière à se dire on travaille ou on ne travaille pas, on peut développer du business avec eux ou non. Alors là, on va développer simplement, par exemple, l'analyse par un banquier dans le cadre de l'attribution d'un nouveau prêt
Donc, il va s'intéresser à un certain nombre de ratios. Notamment, l'objectif pour lui, c'est de savoir si la société est capable de rembourser le prêt, hein, tout bêtement. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, les notions de cash flow ou de capacité d'autofinancement vont être importantes pour lui. La dépendance de la société vis-à-vis des banques, donc est-ce qu'elle est déjà endettée ou pas, hein, et donc là, on va notamment calculer un ratio d'endettement ou ce qu'on appelle gearing. Donc c'est l'endettement financier sur les fonds propres, en sachant qu'un ratio qui serait supérieur à 1, ça veut dire que la société a une forte dépendance vis-à-vis de ses banques. Donc un banquier qui viendrait prêter de l'argent, elle pourrait se poser la question de savoir si elle le fait bien. La solvabilité immédiate, qui va être effectivement un élément aussi important pour le banquier, pour savoir si je prête à la société ou pas. Alors on rappelle simplement en dessous les covenants bancaires, donc qui sont des clauses, je ne sais pas si vous en avez dans vos sociétés, mais dans le cadre de prêts, vous avez des clauses de temps en temps où vous devez respecter certains ratios qu'on appelle covenants bancaires en fait. Et en fait, l'objectif de ces ratios, c'est tout simplement que la banque se dise le non-respect d'un ratio pourrait entraîner en tout cas le remboursement anticipé d'un prêt. D'accord ? Donc ça va être important, en tout cas dans le cadre d'un prêt avec des covenants bancaires, d'analyser ces ratios, soit trimestriellement, soit annuellement, pour regarder si on les respecte bien. C'est important de noter que même si vous ne respectez pas un ratio et que le banquier accepte quand même de continuer le prêt, il va falloir quand même indiquer dans vos annexes, et là on revient en fait un petit peu au premier point, il va falloir mettre dans les annexes que malgré tout vous avez des ratios qui ne sont pas respectés. Donc est-ce que ce n'est pas aussi le moment d'aller renégocier avec la banque en disant voilà, dans notre contrat de prêt on avait des ratios et des covenants bancaires, est-ce qu'on ne peut pas essayer de regarder pour justement ne pas avoir ces covenants bancaires? Ces ratios de covenants bancaires peuvent être calculés sur les comptes sociaux, c'est-à-dire les comptes de votre entreprise. Et si l'entreprise derrière a pris de l'ampleur et a des filiales par exemple et sort des comptes consolidés, donc les comptes consolidés c'est en fait un retraitement qui permet d'avoir une vision de l'agrégation de l'ensemble des comptabilités de toutes les structures avec des retraitements, de manière à n'avoir qu'un seul bilan et un seul compte de résultat. Et ces ratios peuvent être calculés sur la masse complète de l'entreprise. Donc là, on a vu côté bancaire. Là, côté investisseur potentiel, effectivement, on revient sur des notions de capacité à générer de la trésorerie, avec également de rentabilité du capital investi. L'idée étant, et c'est un petit peu comme tout à l'heure ce dont on parlait avec l'investissement, avec le financement d'un investissement donc non pas sur une augmentation de capital, mais enfin si ça va être une augmentation de capital, mais affecter un projet. C'est est-ce que l'entreprise a la capacité à générer du cash et donc à ce que mon investissement soit rentable et que je m'y retrouve, soit à travers des capacités à sortir du dividende, soit tout simplement un enchérissement de la société et dans ces cas-là, une augmentation de sa valeur pour que même si je ne touche pas du dividende, mais je m'y retrouve à travers un prix de cession qui qui me permette de dégager une plus-value. Donc rentabilité financière, donc on regardera ça. Donc rapport des fonds propres aux revenus destinés aux actionnaires, donc dividendes. La rentabilité du capital investi ou des performances avec d'autres sociétés du secteur. Donc ça permet de comparer résultats sur chiffre d'affaires, résultats nets ou résultats avant impôt, et EBITDA sur le chiffre d'affaires. Donc ce qui est important dans les ratios comme ça, c'est qu'il faut vraiment bien analyser quel va être le prestataire ou enfin le tiers qui va les utiliser pour mettre en avant certains ratios plutôt que d'autres. Et c'est là où le choix du ratio va être important, parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes ratios pour les mêmes tiers. Quand vous faites vos business plans, il y a un côté marketing qui est à mettre en avant. Quand on va voir son banquier pour demander un prêt, il faut lui donner les informations qui lui permettent, lui, d'être convaincu, et d'autre part, de convaincre le comité d'engagement que ce que vous faites est rentable et que la banque va s'y retrouver. Donc la connaissance de ces ratios, et je dirais qu'il ne faut pas bâtir le business plan en fonction de ce que veut le banquier, mais par contre, il y a quand même... le moment où vous allez définir et vous allez présenter ce business plan, il est important d'avoir quand même ça en tête, de manière à démontrer
à l'investisseur, au banquier ou autre, que le projet est viable et que le projet est intéressant pour lui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez nous redire, moi je fais une levée de fonds, le TRI, sur tout ce qui est TRI, les ratios qui sont intéressants C'était... à mettre en avant pour le TRI. Je crois que c'était la dernière, une des dernières. Encore. Et je crois qu'on ne l'a pas mis ici, mais c'est effectivement un ratio qui peut être intéressant. Et c'est, enfin, Quel est le mode de calcul déjà et Bah, qu'est-ce que ça indique exactement? Je m'en suis servi dans une vie précédente et je reconnais que pour ma boîte, je suis un peu... Parce que là, en l'occurrence, dans votre cas, c'est une levée de fonds sur un projet, c'est global, c'est quoi? C'est une levée de fonds sur une société qui existe depuis 3 ans. Mhm. Et là, on a revu notre stratégie, on a besoin de capitaux propres et d'argent de près de banque. Et souvent, on sort et quel est le TRI. Et voilà, c'est une notion que je... Bah, ça va être une notion... Alors, après, il y a des adaptations, mais d'une manière ou d'une autre, ce sera bien un moment, un résultat... Ce sera, comment? On va ouvrir un point de vente. Ah bah, ce point de vente, en fait, ça va être le TRI, ça va être le rapprochement entre le résultat ou la marge dégagée par ce point de vente rapporté à l'investissement, avec éventuellement en plus des effets d'actualisation pour calculer sur la durée, d'avoir l'impact de l'actualisation de l'investissement. C'est-à-dire que si c'est sur le retour sur investissement est prévu sur 5 ans, on va faire un calcul, je dirais, en arrière d'actualisation pour démontrer effectivement qu'il y a un rendement et que ce rendement rentre dans je dirais dans les cases de l'investisseur, dans les cases de l'investisseur. Donc il y a toujours une notion, l'indicateur après peut dépendre, mais une notion de marge, de résultat. Dans tous les cas, c'est bien un résultat, ce sera bien une différence entre des charges et des produits rapportés à l'investissement. Ça va marcher dans les deux sens d'ailleurs. Ce que vous décrivez, c'est un calcul arrière. Okay. Mais ça peut être aussi ça peut être un calcul projectif, ça peut être un calcul en avant, tout à fait. Oui. Absolument. C'est l'investisseur qui demande, moi je veux un TRI de 15, de 20, Absolument. de 5, Oui. de 50. Et c'est quoi un bon TRI? Oui, ça dépend du business et autres, mais c'est-à-dire que la personne qui finalement son investissement va être couvert en 15 ans, ça va être des durées qui vont être extrêmement longues. C'est-à-dire qu'il y a peu de... Le but, c'est que... je dirais pas qu'il y a un bon et un mauvais, ce sera à rapprocher dans tous les cas d'un secteur d'activité. C'est-à-dire que vous avez un TRI qui sera de 12%, alors que l'ensemble de l'activité en général tourne autour de 20%, ben ce sera plutôt un effet négatif que positif. Inversement, vous mettez en avant un TRI de 12 alors que les concurrents font du 9, et ben automatiquement, vous allez démontrer que votre projet a un côté innovant, un côté, innovant qui finalement peut attirer un investisseur. Donc, on en a parlé tout à l'heure de ces ratios. Un ratio n'a d'intérêt qu'en comparaison. Moi j'ai une question. Je reviens un peu au début. Vous avez parlé de l'annexe assez longuement, qui fait partie intégrante des états financiers, d'accord. Moi je demande à mon expert comptable de rien mettre dans l'annexe parce que ce que je mets d'intéressant, je le mets dans le rapport de gestion. Est-ce qu'il y a une école ou est-ce qu'il y a un conseil? Il n'y a pas d'école. Le rapport de gestion, c'est le rapport de gestion et l'annexe, c'est l'annexe. À savoir que ce n'est pas parce qu'une information est dans l'annexe qu'elle n'a pas besoin d'être dans le rapport de gestion. Et l'inversement, ce n'est pas parce qu'une information est dans le rapport de gestion qu'elle ne doit pas être dans l'annexe. C'est-à-dire que dans l'annexe, il y a un certain nombre d'informations qui sont obligatoires. Oui, mais qui sont obligatoires à partir du moment où elles ont un intérêt. C'est-à-dire qu'on pourra toujours mettre le tableau des immobilisations. S'il n'y a rien dedans, ça n'a absolument aucun intérêt. Si c'est simplement que dans le tableau des immobilisations, on n'a que le dépôt de garantie sur le loyer, c'est super, c'est une information qui est palpitante, mais enfin, est-ce que ça vaut le coup d'aller sortir un tableau pour ça? Donc, c'est-à-dire qu'il y a la pertinence de l'information qui est communiquée, et donc, c'est, je dirais, le regard critique et l'expérience, notamment de l'expert comptable,
qui va vous dire écoutez, là, vous ne mettez pas d'information, selon moi, c'est une erreur, il faut l'indiquer. Dans les informations qui sont très importantes dans le bilan, c'est toutes les informations qui sont non financières, ce qu'on appelle très souvent les informations hors bilan, les engagements hors bilan. Les engagements hors bilan, par exemple, vous avez un crédit bail. Le crédit bail, vous êtes quasiment obligé d'aller jusqu'à la fin de ce mode de financement. Donc, on va, comme un emprunt classique, on a la dette totale qui apparaît dans les comptes. Un crédit bail, on ne connaît pas le montant des échéances qui restent à payer. Donc, on va donner cette information-là. C'est-à-dire que c'est de l'endettement, je dirais, déguisé. C'est un mode de financement. Avoir de la mobilisation de créances avec du DAI, de l'escompte ou de la facturage, c'est un mode de financement. Ça se retraite dans les comptes, c'est-à-dire que vous l'avez en moins des comptes clients, vous avez ça en bas de bilan dans un truc qui s'appelle autre créance. Dans les comptes, on le réintègre quand on fait des comptes consolidés, c'est-à-dire que c'est retraité en compte conso, mais en compte social, ça n'est pas retraité. Donc on donne l'information. Pour donner des notions, quand il y a des salariés, le DIF, qui est le droit individuel à la formation, donc qui évolue là en plus à partir du 1er janvier, ce DIF, on va donner non pas une valeur, mais on va donner le nombre de jours de DIF, enfin plutôt d'heures de DIF auxquelles l'ensemble des collaborateurs ont droit. Donc ces informations-là ont énormément d'importance, notamment pour un investisseur. C'est que si l'entreprise est endettée, mais à travers des contrats qui ne sont pas considérés comme des contrats de financement, mais qui finalement sont des financements, je dirais, d'une manière ou d'une autre, ces informations-là, elles ont énormément d'importance. C'est toujours la pertinence des informations qui sont communiquées. Mais il y aura toujours des règles et méthodes, il y aura toujours éventuellement les faits significatifs, et il y aura derrière les tableaux annexes. Combien faites-vous payer pour une TPME, votre expertise comptable à l'année ? Je vais vous dire, je ne sais pas. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça peut être 1 500 ou 2 000 euros, comme ça peut être 10 000. Ça dépend complètement des flux. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va avoir des montants, un chiffre d'affaires très fort, mais avec très peu de flux, parce que ce sera par exemple un contrat, 2 contrats, 3 contrats avec des facturations mensuelles de 10 000 euros par mois. Il n'y aura quasiment pas l'effet volume est très faible. Inversement, une petite société de distribution qui va se retrouver avec une comptabilité, je dirais, très lourde, parce que beaucoup de pièces comptables, pourra avoir des honoraires très importants. Pour vous donner un exemple, très souvent, dans tout ce qui est café, hôtel, restaurant ou autre, dans ces activités-là, même si les chiffres d'affaires sont faibles, le montant des honoraires est souvent fort parce qu'il y a énormément de flux. Donc même si après, derrière, on optimise, on récupère et autres, dans tous les cas, il y a beaucoup de flux. Donc, je ne peux pas vous dire comme ça, et on est obligé, quand on cote une entreprise, quand on cote un client, on est obligé de prendre un certain nombre d'informations de manière à adapter nos honoraires en fonction du travail. Là, je parle simplement de la partie comptable saisie, et après, derrière, il faut aussi voir la qualité de ce qui est fourni, dans ce sens, est-ce que vous cherchez à avoir du conseil ou pas de conseil ? C'est-à-dire que si vous recherchez beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement, il est évident que ça ne sera pas le même prix que de prendre une offre low cost où simplement le but, ce sera simplement de sortir le bilan et le compte de résultat. Je ne vais pas dire que c'est de la haute couture, mais un peu, on s'adapte aux besoins de nos clients. Donc vous donnez un prix comme ça, matériellement, je suis dans l'incapacité de vous dire combien on pourrait vous demander si on prenait votre comptabilité. Je vais prendre un autre exemple, la paye. Vous pouvez trouver sur Internet ou autre des tarifs de paye qui sont extrêmement vastes. Maintenant, derrière, quand on compare, alors bien sûr, il y a chacun met le prix qu'il veut, il y a de la concurrence, mais il faut aussi être vigilant à savoir qu'est-ce que l'on propose. Est-ce que le but, c'est simplement d'avoir un outil où vous saisissez tous sur un site Internet, le site Internet vous donne une paye, point, et ça s'arrête là. Donc, c'est-à-dire qu'à la limite, vous ne payez qu'un logiciel, ou est-ce que derrière, et même ça peut être gratuit, effectivement, vous avez raison, vous passez par le TES, qui est le site de l'URSSAF, comme pour les chèques emploi-service. Dans ces cas-là, ça peut être même gratuit, mais derrière, vous n'avez aucun... Ça peut être gratuit ? Pas chez nous, mais avec l'URSSAF, l'URSSAF vous propose des... Ça s'appelle Le TES, le seul problème, c'est que si vous avez un contrôle URSSAF et compagnie, la réglementation du travail, vous n'aurez rien, et l'URSSAF n'est pas responsable s'il y a des erreurs. Oui. Et l'URSSAF n'est pas responsable s'il y a des erreurs. Et ils en font. Et ils en font. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien un moment, il y a une réalité entre le service qui est fourni, la prestation qui est proposée, et le tarif qui est proposé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à avoir... Enfin,
il y a des tarifs, certaines payes sont faites, et c'est pas du tout péjoratif de ma part, parce que ça peut être tout à fait avec de la qualité qui est satisfaisante, simplement vous n'aurez pas de service derrière, qui peut être faite à l'île Maurice, au Maroc, en Algérie ou autre, ou même en Roumanie. Après, derrière, c'est de savoir le service dont vous avez besoin. Il est évident que quand vous avez une entreprise qui va faire de l'événementiel, qui va se retrouver du jour au lendemain à devoir sortir 300 bulletins de paye, l'accompagnement dont on a besoin derrière ces bulletins de paye sera sans doute très faible, auquel cas ils vont rechercher un effet prix qui est évident. Maintenant, quelqu'un qui va se retrouver avec des payes, avec des cadres, avec une population qui est assez sensible, avec des modalités de calcul, avec des calculs de primes et autres, dans ces cas-là, la qualité de la paye aura une importance forte, et en plus, les conseils que l'on pourra vous demander derrière sont susceptibles d'être importants. Alors après, derrière, vous dites, je veux un truc global, all inclusive, ou au contraire, vous dites, non, moi je suis prêt à payer le conseil au coup par coup. Mais dans tous les cas, nous, en tant qu'experts comptables, on a une obligation de conseil. C'est une obligation de moyens que l'on a, mais on est obligé de fournir du conseil derrière. Donc dans tous les cas, on a une responsabilité parce que nous sommes une profession réglementée, qu'on a des comptes à rendre, bien sûr, à nos clients, mais pas seulement. On a des normes de qualité qui nous sont imposées, et à partir de là, par exemple, nous, au sein du cabinet, les bulletins de salaire, quand on a un nouveau contrat, quand on nous propose un nouveau collaborateur, on a des coûts d'entrée parce que derrière, on a une lecture obligatoire du contrat de travail pour vérifier si, globalement, il n'y a pas de grosses anomalies. S'il y a des anomalies, à ce moment-là, on le signale et on va proposer éventuellement d'y apporter une correction, ou on dit au client, il faut que vous corrigiez. On va vérifier les inscriptions à la médecine du travail, aux caisses de retraite, aux caisses de prévoyance et autres. Pour vous donner une idée, un loupé sur une caisse de prévoyance d'un collaborateur qui n'est pas inscrit, le collaborateur en allant au bureau un matin se fait renverser ou autre, où il y a un problème, si la prévoyance est obligatoire mais qu'elle n'a pas été déclenchée, le coût derrière, tous les coûts complémentaires pour le collaborateur seront payés par l'entreprise parce que l'entreprise ne sera pas assurée. Et ça peut représenter des sommes extrêmement importantes. Donc, il y a la paye en France, en plus, il y a une vigilance qui est énorme à avoir parce que c'est bourré d'écueils, mais on peut trouver de la paye à 10 euros, même à 0 euros, effectivement, avec l'URSSAF. Et le choc de simplification, il n'est pas encore là. Je veux dire, c'est facile de sortir un bulletin de paye avec une seule ligne, ça existe déjà. Mais derrière, tous les calculs et toutes les bases et tous les taux, même si on ne les voit pas sur le bulletin, ils sont sur les déclarations et les exonérations et autres sont derrière. Donc en fait, ça n'est que du cosmétique. Oui, c'est du picot parce qu'en fait, on met une ligne au lieu de 3, il y en a toujours 3 qui sont calculés. Absolument. À part la fusion des taux et des... 35 € par notre expert comptable, c'est quand même cher. Ça fait plutôt partie des hautes fourchettes. Ça dépend. Maintenant, la qualité est peut-être au rendez-vous. Il y a aussi D'accord. un volume sur la paye. Plus on en a, moins c'est Ouais, cher. bon, Oui, ça je me doute, mais il faut embaucher. c'était faible. Même pour une paye, Les on grosses sort. startups,